Alors c'est dimanche, on va se raconter 5 petites histoires. Pas parce que c'est dimanche, j'arrive plus à faire que ça. Normalement mes histoires, c'était plutôt le mercredi, carnet privé. Il y en a 1191. Là, ça va être 1192, 93, 94, 80... Je sais plus. Je vais commencer par Aventure dans le cimetière Montparnasse. 2. Une étrange image vue sur la route. 3. Une visite de librairie. 4. Bon, ces histoires de langage qui me turlupinent toujours, les petites modes, les trucs. Puis 5. Un truc important. Une information importante à communiquer. On est parti. Alors hier, je suis allé au cimetière Montparnasse. J'avais emporté ma petite caméra 360. C'est pas facile d'emploi parce que comme elle fait 2 images, une en 180 devant, une en 180 derrière, il y a le raboutage qui peut se voir sur les images, donc il faut bien mettre ça orienté par rapport au soleil. Ça dépend aussi si vous le mettez bas, si vous le mettez haut, si je me mets dans la photo ou si je m'y mets pas. Mais c'est pas la question de l'outil, la question c'est à quoi il sert. C'est-à-dire quand vous venez sur la tombe de Christophe Tarkos, quelque chose que je fais réellement et pour un recueillement qui m'importe. Si j'installe ça, qu'est-ce qui va compter? La finesse de ce petit arbre malingre là qui est devant sa tombe avec les racines là, qui puisent là même où il est, c'est grâce à l'arbre que je reconnais où elle est, la tombe. Et donc c'est simplement quelque chose où on se met entière. C'est pas la question de la caméra et moi, c'est refabriquer une image qui n'est pas une image documentaire. C'est pas parce que vous allez pouvoir vous retourner, regarder ce qu'il y a dans le ciel, regarder les noms des voisins sur les tombes à côté. Et pourtant ça change tout ça. Alors hier matin c'est ce que j'ai fait. Et c'est une autre posture aussi. Je suis allé d'abord chez Baudelaire, ensuite en longeant l'allée restant de Sarah, je suis revenu dans la zone où il y a Julio Cortázar, qui est toujours un peu bizarre parce qu'on a toujours l'impression que la tombe a bougé d'une fois à l'autre. Enfin, en gros, elle est quand même dans la même zone, on la retrouve. De là, je suis remonté justement à Tarkos, à Samuel Beckett, je suis redescendu par Marguerite Duras, et rien d'autre. Alors, pourquoi j'en parle ? D'abord, justement, c'est ce moment où, d'abord dans le cimetière, et bon, on peut faire des photos, ça c'est pas la question, mais ils aiment pas qu'on filme et ils aiment pas les pieds. Moi, j'avais la caméra là, faut bien la mettre sur un petit monopode. Et je vois une gardienne qui arrive. Ce qui est bizarre, c'est que la gardienne, elle marchait au milieu des tombes. Donc déjà, c'est une image un peu étrange parce que vous avez quelqu'un. Bon, il y a des gens qui se recueillent, des gens qui arrosent, des gens qui sont là simplement avec leurs proches. Bon, on est discret dans un cimetière, même si celui-ci c'est une sorte de zone de transit dans la ville, on va d'un endroit à l'autre, etc. Les lycéens ils coupent et tout. La gardienne qui marchait dans les tombes, normalement les gardiens ils sont là pour veiller justement à la tranquillité des visiteurs. Non, elle marchait dans le milieu des tombes parce qu'elle téléphonait. Et donc moi, je mets mon monopode très discret, je fais semblant le mec qui marche. Et puis ce qu'elle était en train de dire, c'est « Tu comprends ? Ils font semblant de parler comme si de rien n'était. Et puis, ils te détruisent. » C'est-à-dire qu'elle était en train d'évoquer avec qui lui répondait au téléphone que sous les conversations ordinaires, pouvaient venir des sorts ou en tout cas des choses qui étaient capables de vous faire du mal, camouflées dans la parole ordinaire. Alors, j'ai pas eu le réflexe. Des fois, je me dis, ce serait bien d'avoir un petit enregistreur, mais t'as déjà tellement de gadgets et tout, puis ça aurait pas marché, il y avait du vent et tout ça. Ou le noter sur un petit calepin. Mais il y avait juste cette phrase, cette femme qui marchait dans les morts, qui était dans un genre d'uniforme. En fait, elle est passée là, juste à 1 mètre de moi. Elle avait franchement pas envie de m'embêter pour ma petite caméra. Ça l'aurait dérangé dans sa conversation. Et c'est une conversation qui évoquait le danger qu'il y a
à écouter des gens qui vous disent des choses ordinaires et qui, en même temps, vous enferment dans des processus de destruction. Sinon, le cimetière, ce qui m'a frappé, évidemment, après ces mois de pandémie, il n'y a plus de touristes à Paris. On commence à en revoir tout petit peu, ils sont courageux. Moi-même, je commence à repenser, dis donc, à New York. Mais tu vas sur la tombe de Baudelaire, je ne l'ai jamais vu aussi nu. D'habitude, tu as les petits papiers, tu as les petits trucs, tu as les petites fleurs, même des gens qui vont piquer ça dans les tombes à côté. Enfin, non, là, tu n'as presque rien. Juste un tout petit truc de papier plié sous un caillou. Je n'ai même pas eu l'idée d'aller le lire, comme souvent je fais sur la tombe de Baudelaire. Et puis, bon, Tzara, c'est toujours une tombe presque invisible. On est peu à savoir comme elle est belle, la tombe de Tzara. Mais la tombe de Cortázar, tu as toujours ces jeunes d'Amérique du Sud qui viennent et qui posent un petit caillou blanc. Julio Cortázar, Carol Dunlop. Là, il n'y avait plus aucun caillou. Le vent, les pluies et tout ça ont tout ripé. La tombe de Julio Cortázar, il n'y avait rien dessus. C'était un petit peu troublant. C'est comme, je vais en reparler après dans ces histoires de librairie, c'est comme si tu nettoies la tombe, la littérature s'en va. Moi, j'ai souvent le Quarto, là, qui est loin d'être complet. J'ai une édition complète aussi des récits traduits à côté. Mais c'est tellement gigantesque. Alors Christophe Darcos, là, je crois qu'il y a probablement ses proches et puis quelques auteurs qui viennent lui dire bonjour. Là, il n'y a pas d'autres hommages. Moi, il ne me viendrait pas à l'idée d'aller déposer quelque chose sur la tombe de Darcos. Juste, t'es là, tu penses. Quand même un type qui était vachement plus jeune que moi. Puis sa façon de lire, sa présence physique. Enfin, on ne s'est pas vu beaucoup comme Coltès, mais... Beckett, pareil, une tombe tellement banale, le nom, là. Et puis, par contre, quand je suis redescendu chez Marguerite Duras, il y a plusieurs pots. C'est une efflorescence de stylo bic. Mais les stylo bic avec leur petite transparence, juste comme ça. Donc ça fleurit énorme. Et puis il y a toujours justement aussi les petites pièces de monnaie, les petits cailloux, etc. Donc quand tu arrives à la tombe de Marguerite Duras, dont je ne sais toujours pas si elle était enterrée avec ses lunettes, c'est comme un petit peu ces tombes là, des mages du 19e siècle, Papus, qu'on voit au Père-Lachaise. Mais là, la tombe de Marguerite Duras, au bout de 2 mois, 3 mois, sans visite, au sortir de l'hiver, les pauvres biques, ils deviennent un peu opaques. Puis pareil, il y en a qui ont dû tomber, il y en a qui ont dû être enlevés par le vent, tout ça. Donc c'est tout maigrelet. Ça m'a fait un peu triste aussi. Allez, point 2. C'est une image qui est très fugace. En ce moment, sur l'autoroute entre Tours et Poitiers, il passe de 4 voies, l'autoroute originelle des années 70. Qu'est-ce que c'était grand pour nous, tout d'un coup. Oh, tu voyageais à 6 voies. Ça veut dire que tous les ponts, il y en a au moins 23. Un pont, avec les petites routes, les chemins de tracteurs qui passent au-dessus. Les poteaux, ils étaient rasibus la route. Donc, ils ont reconstruit le même pont, mais avec 2 mètres de plus de chaque côté. Et puis, maintenant, là, ils sont en train de démonter les anciens. T'as plus rien. Mais c'est un chantier dingo, quoi. Alors, quand tu passes une allégorie de pelleteuses, de grues, de machin... Bon, il y a tellement de circulation de camions, moi, c'est à peine si j'ose... Des fois, je prends quand même l'appareil, là, je le pose là, et puis, tu fais au jugé, là, à travers le pare-brise, rien que pour quelques images de ces machines et tout ça. Et puis là, où est-ce que c'était? Non, c'était juste avant l'autoroute, encore sur la rocade de Tours. Il y avait un gars qui marchait au bord de la route. C'est rare, hein, quelqu'un qui marche sur la rocade. Tout droit, lentement. Et juste à côté de lui, il y avait une espèce de tondeuse. Alors nous, c'est contesté, parce que les bords de route, c'est des petits écosystèmes. C'est là où viennent les insectes et tout ça. Alors pourquoi les tondre rasibus comme ça? En tout cas, il y avait cette machine. Et j'ai vu le gars marcher, c'était surprenant, avant de voir cette espèce de grosse machine qui suivait, vous savez, comme si c'était une espèce de chien vieux, là, ce qu'on voit, là, les chiens arthritiques, là, qui reniflent partout, qui lèvent la patte, tout ça. Non, la machine, elle avançait tout droit. Alors ce que j'ai pas compris, c'est que, est-ce que ce truc avec l'inertie, et comme ça va lentement,
ça va tout droit et que finalement tu as juste besoin de temps en temps de la remettre un peu en droite ligne, ou alors pourquoi pas que maintenant ces machines, comme ma petite caméra, comment je le fais? Je prends le téléphone et puis je fais ma photo à distance avec le téléphone. Alors peut-être que lui, en marchant au bord de sa tondeuse, il la guidait là avec une petite télécommande. J'allais pas m'arrêter pour lui demander, de toute façon tu peux pas t'arrêter. Mais c'était très étrange de voir cette personne qui marchait au bord de la route, puis cette grosse machine là, qui tondait tout, qui avalait tout, mais toute seule, avec personne. Et tu te dis, mais si elle continue, si le gars il s'arrête, à qu'elle elle continue, qu'elle va tout le temps dans la ville, qu'elle fait des... Voilà, c'est juste une image comme ça. C'est troublant, vous pensez. Alors hier, je suis allé en librairie. C'est pas exceptionnel, elles sont même restées dans la fermeture, mais finalement, moi, je vis déjà dans une bibliothèque. Bon, il y a pas mal de gens aussi qui m'envoient des livres. Je sais pas trop quoi en faire. Là, j'ai encore toute une quinzaine là, de services de presse, mais j'aime pas trop maintenant déballer tout ça. Mais de toute façon, j'achète des livres. Alors souvent aussi plutôt d'occasion, recycle livres, etc. Mais les livres dont je parle, c'est ceux que j'ai envie de lire. Alors hier, petit tour, c'est bien aussi de revoir. C'est-à-dire, c'était chez Gibert à Paris, parce que bon, c'est pas une librairie, c'est une institution. C'est comme le Strand à New York. C'est-à-dire, tu commences au 5e, tu redescends au rez-de-chaussée. Bon, moi, je suis pas là, j'ai fait plus court, parce que justement, je revenais de Montparnasse. Je montais au 3e. Tu vas voir la philo, tu vas voir où ils en sont, s'il y a des flusseurs. Hein, non, ils ont moins de flusseurs que moi. Tu vas voir Simondon, non, c'est bon, j'ai tous mes Simondon, etc. Mais tu fais des sondages comme ça, tu regardes les tables, tu regardes... Alors tu dis, ah, c'est intéressant ce qu'il fait, ce gars-là. Tu feuillettes, tu as des pulsions d'acheter, puis après tu dis, est-ce que c'est maintenant là dans ta priorité à lire, etc. Donc c'est une fonction de repérage, la table horizontale. Ça, c'est une grande question par rapport au numérique, qui présente à la verticale de l'écran ou sur la miniature du petit machin, ou justement par ça, parce qu'on en parle là sur YouTube. J'en ai des livres là, j'en ai au moins 5 ou 6 là, dont je vais parler sur cette chaîne là, tous les jours là. Puis là, je redescends au premier étage, littérature, évidemment là aussi, toujours, c'est pas des sondages, tu regardes ce qui sort. Je voulais m'acheter ce qu'il est là, ouais, hop là, les feuillets, c'est-à-dire c'est des toutes petites ébauches de Marcel Proust. Alors bon, ça aussi, tu regardes, tu tentes, tu dis, est-ce qu'il faut que je le prenne, est-ce qu'il faut que je le prenne pas? Puis finalement, tu regardes 5-6 trucs. C'est pas marrant parce que la moitié, c'est des appareils de notes. Donc, probablement, je les lirai pas forcément. Mais là, c'est des textes tellement emblématiques. Tu dis, allez hop, je l'embarque. Et puis là, il y a un vendeur. Alors, le vendeur du rayon littérature chez Gibert, il est tellement pris dans des tas de questions, il faut qu'il soit balèze, le mec. Et puis... quand tu es là, 10 minutes, un quart d'heure, à trifouiller là, sur les tables, tu aperçois qu'il y a énormément de questions. C'est des questions qui touchent à la grosse cavalerie, quoi. Grosse cavalerie, grosse cavalerie, grosse cavalerie. Et puis arrive une jeune fille, ouais, enfin, âge... soit fin de lycée, soit début de fac, mais de toute façon, tu regardes pas de près, mais monsieur, je cherche un roman qui s'appelle Bel Ami. Nous, on dirait plutôt, s'il vous plaît, où est Maupassant? Non, je cherche un roman qui s'appelle Bel Ami. Alors, gentiment, elle lui dit, là, c'est littérature, vous le trouverez au rayon poche, au 2e étage. Ça l'a troublée un peu, comme si, finalement, elle ne cherchait pas un poche. Elle cherchait un roman qui s'appelle Bel Ami. Et elle continue, elle lui dit, je voudrais aussi Les 3 mousquetaires. Et lui, pareil, allez à l'étage, vous trouverez un rayon poche. Après, tu te demandes à quoi elle va chercher. À la lettre M comme mousquetaire, ou est-ce que Maupassant, elle le trouvera à M, mais Dumas. Et là, elle continue, puisque elle le regardait très sérieusement. Elle disait, je cherche aussi Madame de Bovary. Au point que là, des fois, tu as presque envie d'intervenir par jeu ou pour... Allez, Madame Bovary, ça suffira chez Gustave. Non, et lui, là, gentiment,
c'est ça qui est admirable d'ailleurs, c'est quand tu es dans une telle librairie où tu dois répondre à des questions qui sont... C'est pour l'école, il lui demande gentiment, juste pour l'aider, l'orienter. Et là, elle répond, non, c'est pour mes lectures. Sans appuyer, hein. C'est pour l'école, non, c'est pour mes lectures. Alors là, je pense même que le gars, il s'est bien aperçu que j'étais là à 1 mètre puis que j'écoutais aussi. C'est à la fois tellement beau, mes lectures. Et puis en même temps, tu dis, si tu as constitué cette chose-là, mes lectures, ah ben, peut-être on pourrait nous te dire, tiens, si tu nous en disais plus de ce que tu attends, on t'enverrait vers... Dumas, moi je le relis continuellement, mais t'envoyer vers des petites choses peut-être un peu différentes. Ou pourquoi pas, justement, littérature 20e siècle, aller direct là, t'étais juste devant le rayon poésie, et puis tiens, ça travaillera directement avec ta vie. Et puis non, t'as pas le droit. Alors 2 autres choses sur Gibert, c'est qu'en sortant, en redescendant sur Odéon, là, par la petite rue, là, tout d'un coup, une énorme queue. Alors, c'est une petite rue très terne, très banale, c'est l'arrière de la fac de médecine, enfin, pas mal de vous doivent connaître. Et puis là, des barrières, une porte, très terne, banale aussi, vitrée, un gardien, un vigile à l'entrée. Et puis une queue. Et tous les gens de cette queue, ils avaient des sacs de supermarché, des cartons, des trucs. C'est l'endroit où, chez Gibert, tu viens revendre tes livres. Alors, évidemment, en plus, c'était un samedi, c'était le premier samedi avec vraiment du soleil. Tu te dis, bon, bah, peut-être que c'est pas tous les jours une énorme queue comme ça. Tu passes devant Zara, là, un peu plus loin, là, en remontant rue de Rivoli. T'as une queue, là, aussi pareil. Mais c'est pas le même genre de queue. Bon, qu'ils aillent faire leur queue chez les Zara et tout ça, leur problème. Mais se dire, moi j'ai ça, ce problème aussi. C'est-à-dire, comment je les élimine, les livres. Mais les gens qui venaient là, tu crois qu'ils venaient pour éliminer leurs livres? Ou bien parce que ce que tu mets dans ton sac de supermarché, puis que tu dis, je vais passer chez Gibert les vendre, et tu dois pas les vendre très cher. Est-ce que c'est ça qui aide? Tout ce qu'on voit des étudiants dans les soupes populaires, le fait que pour revendre ces livres, cette énorme queue, alors évidemment, je sais, la crise sanitaire, dans des lieux petits, exigus comme ça, tu rentres une personne, une autre qui attend, une troisième à la porte, et puis quand celle s'en va, tu passes un par un, etc., etc. Mais bon, c'était une queue bizarre, quoi. Dernière chose sur Gibert, évidemment, c'est juste un petit sondage, tu regardes, y compris que des fois, tu trouves des trucs de toi un peu jaunis et d'occasion et tout ça, tiens, tu dis, tiens, tu l'achètes, puis tu vas le donner à quelqu'un de ta connaissance, c'est rigolo. Donc, tu regardes bébé, blondin, machin, bergognou, tu redescends un peu, puis tu cherches bon. Eh ben, j'ai rien vu. Eh ben, c'est la première fois, en pas loin de 40 ans, qu'au rayon littérature de chez Gibert, je n'existe plus. Alors évidemment, là encore, oh là là, qu'est-ce que tu vas te plaindre et tout, je me plains pas. Mes livres, si je les vends là, d'ailleurs une fois comme ça, un gars m'a écrit parce qu'il avait trouvé chez Gibert un des common place books que je fais. C'est-à-dire que même un des livres de tiers-livre éditeur s'était retrouvé chez Gibert. Oh, bon, pourquoi pas. Mais ce qui m'a troublé, c'est peut-être une sorte de symbolique. C'est-à-dire, t'es là sur le web, puis t'entends souvent, ouais, mais toi, tu peux te permettre de faire ça, t'as tes bouquins, etc. Bah ouais, mais les bouquins, pardon. Non seulement ça s'en va, longtemps que j'ai pas publié dans l'édition de ce qu'on dit commercial, je suis même pas sûr que ça puisse revenir un jour. Peut-être aussi que chez Gibert, si j'étais allé voir chez les Lovecraft, j'aurais trouvé mes petits points Lovecraft. Si j'étais allé voir au rayon musique d'occasion, j'aurais bien trouvé entre ma bio Rolling Stones, ma bio Dylan, ma bio Led Zepp, le triptyque, là, forcément, peut-être qu'il y en aurait eu un à traîner. Non, c'est pas ça. C'est que ce rayon littérature, tu avais toujours au moins un Prison de chez Verdier, un Sortie d'usine. Justement, ne pas t'en attrister, te dire,
Waouh, ici, là, tu t'accroches à la corde. C'est la corde de vie. La corde de vie, maintenant, elle n'est pas dans cette idée de nuage que tes livres pourraient se propager. Non, la corde de vie, elle est ici. Alors quand je me lance dans ce carnet vrac, je me dis toujours, ouais, t'en as pour 3 minutes chaque truc, 3 fois 5, 15, déjà c'est maximum. Puis chaque fois tu te pars à partir. Mais qu'est-ce qu'on est d'autre quand je dis corde de vie? Sinon que ça, raconter des histoires. Et raconter des histoires, c'est pas la question de je raconte une histoire, c'est dire tu peux savoir cette magie de raconter qu'à condition d'être déjà immergé dans je raconte une histoire. Que tu le fasses dans ton journal que personne verra, que tu le fasses là pour le micro, l'objectif, que seulement soit une rencontre de hasard, parce que c'est toujours génial, les petits mails qui m'arrivent, les petits messages, parce que des gens sont tombés sur les vidéos et puis tombent sur des choses qui les rejoignent, pof, et puis bam, c'est la magie qu'on avait avant par le livre, c'était ça. Mais moi, c'est aussi cette exploration, c'est tu ouvres un petit truc, puis ça sort, puis ça sort. Par exemple, c'est que justement maintenant, tu retrouves quoi? Il y a des terrasses, c'est tout Paris s'étale sur les trottoirs, c'est bien, des petites places et tout, et puis tu retrouves par exemple ces voix qui sont juste à côté, ces conversations juste à côté. Alors c'est bien, je crois que les 2 jours à Paris, c'était justement pour se remettre dans la tête psychologiquement que c'est pas que tu reviens à quelque chose, au contraire, j'étais content de retrouver après là, le petit studio là, dans la nuit, là. C'est se dire que cette chose-là qui existait, qui te semblait normale, ordinaire avant, elle revient là avec une espèce d'exubérance peut-être. Alors, t'entendais quoi? J'entendais des tics de voix. C'est une conversation à côté. Une fois, tu dis tiens, c'est marrant qu'ils disent ça. Ouais, il était en mode. Alors évidemment, les trucs, même le serveur, je vous mets salade verte genre. Salade verte genre, le mot genre, mais c'est bon, laissons tomber. Mais en mode, et puis tu te dis, toi aussi finalement, tiens, en mode vacances, ou en mode charrette, ou en mode on, en mode off. Et c'est bizarre parce que c'est le vocabulaire de la machine. La machine, elle est en mode automatique ou en mode manuel. Et toi, tu te mets en mode manuel, en semi-auto, en mode priorité, ouverture. C'est beau, ça c'est le vocabulaire des appareils photo. Mais tu te dis, tiens, comment ça se fait que cette chose-là, qui vient de ces usages technologiques, soit passée dans ce vocabulaire courant au point de s'ajouter à ces espèces de tics, là. Ouais, grave. Et alors ces tics, évidemment, ils viennent, ils disparaissent, mais c'est pas grave. Mais en mode, le problème, c'est que je l'ai entendu 3 fois en 40 minutes. Justement parce que peut-être on n'est plus habitué on a tellement de silence autour qu'on n'est plus habitué à ce brouhaha qui vient avec des bribes de paroles, c'est comme les paroles gelées de Rabelais, c'est dragées, perlées, de diverses couleurs. On les réchauffe et quand elles fondent, elles sont oui, mais c'était langage barbare, etc., etc. Voilà, peu importe. Alors, dernier truc, c'est une information. Merci Pierrot de Belleville. Il y a quelques mois, j'étais entré au 32 rue du Faubourg Montmartre. Il y a un resto qui s'appelle Bouillon Chartier, petite cour exiguë, mais c'est là que Lautréamont est mort. C'est là que Isidore Ducasse est mort. 24 ans, siège de Paris. Tous les jours, des dizaines, des centaines de morts. La faim. Est-ce qu'il est mort de faim? On ne sait pas, justement. Probablement dans ces genres d'épidémies qui se propagent, une simple grippe ou n'importe. Mais ils sont tellement affaiblis en tout cas, mort à 24 ans, dans des conditions de misère. Son notaire, est-ce qu'il pouvait lui donner de l'argent, puisqu'il ne recevait plus, lui, l'argent du père d'Isidore Ducasse, qui venait de Montevideo. C'était pas beaucoup. Ça, c'est la mort d'Isidore Ducasse. Il y avait cette plaque dans cette cour. Alors, des fois, quand je passe dans le quartier, passage Verdot, moi j'ai habité rue de Trévise, tu dis, tiens, tu passes pas loin du 32, allez, je rentre, tu regardes la plaque de « Ici est mort Isidore Ducasse, comte de Lautréamont ».
Ah, ça te fait un petit quelque chose, c'est comme aller voir, elle est où la tombe de Lautréamont? Ben, il n'y en a pas, cimetière Montmartre. Puis cimetière Montmartre, là, c'est des charrettes, il y a un texte fabuleux, j'en ai parlé plein de fois d'Edmond ou Jules de Goncourt. Jules qui vient sur la tombe de son frère Edmond au cimetière Montmartre. Puis là, il y a les feux, les canons tout autour de Paris, et puis ces charrettes qui amènent les anonymes. Bon, bah, Isidore Ducasse a été mis là, puis terminé. Mais cette plaque avait un petit rôle symbolique. Tu pensais à quoi? Tu pensais à ce texte de Philippe Soupeau qui disait que quelqu'un lui avait raconté que ce jeune homme composait la nuit dans sa chambre en plaquant des accords sur un piano droit. Bon, est-ce que c'est apocryphe? Pas. Enfin, en tout cas, c'est Philippe Soupeau qui dit qu'il le tient d'un témoin direct. Et pourquoi pas? Donc tu es là dans cette cour où ont résonné les accords de Isidore Ducasse la nuit, et puis là, cette dernière fois, il y avait les trous de vis de la plaque, et il n'y avait plus la plaque. Il y avait un vague décoloration blanche en rectangle sur le mur. Et, bon, j'ai photographié, j'ai mis ça sur mon blog et tout ça. Mais tu te dis, quel est le goujat qui a enlevé la plaque de Lautréamont? Alors, mon copain Pierrot de Belleville, Pierre Cohen-Adria, venait de lire un livre, je crois que c'est chez Gallimard, d'un gars qui en parle et qui dit que ce sont les copropriétaires du 32 rue Faubourg-Montmartre, donc probablement même le bouillon Chartier, tout ça, qui ont demandé au concierge que la plaque soit retirée. Pourquoi? Bah justement, les gens rentraient. Ils rentraient pourquoi? Pour se mettre le nez devant cette plaque et repartir? Bah, ça les gêne, quoi. Enlève-moi ça, mon gars, qui c'est qui s'en... On s'en fiche des touristes, et puis de toute façon, ils payent pas pour revoir la plaque. Puis qu'il y ait la plaque ou pas la plaque, ils ont qu'à rester dehors, dans la rue. 32 rue du Faubourg-Montmartre, ils seront là devant le numéro. Ah, c'est là dans la course. Ben voilà comment finissent les petites choses qui pour nous peuvent tant compter. Voilà, c'était mon vrac du jour. Ça continue la chaîne. Un peu là, mais c'est quasiment tous les jours quand même. Heureusement que vous êtes là aussi.